Bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier Emmanuel, grâce auquel nous sommes ici aujourd'hui, et lui dire, par-delà, grâce aux personnes qui sont là et qui vont lui transmettre, que nous pensons tous très fort et affectueusement à lui. Je veux remercier aussi Jean-Thomas pour l'organisation, la belle organisation de cette journée. Alors avant de passer à mon sujet, le sujet que vous m'avez donné, le choc des deux universels, je voudrais juste dire deux petites choses à propos de ce qui a été dit tout à l'heure. Vous avez parlé de quelque chose qu'on appelle le rang, moi je ne sais pas prononcer, pas aussi bien en tout cas. Oui. À l'époque hellénistique, c'est-à-dire à l'époque des diadoques d'Alexandre, vous vous souvenez, il y a eu 3 ou 4 dynasties comme ça qui se sont prolongées quelques siècles, eh bien, il y avait ce qu'on appelait le rituel du refus. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a été pressenti comme empereur, il fallait d'abord que plusieurs fois, il refuse le poste et se retourne chez lui pour ensuite être appelé par les autres de façon à ce que ça apparaisse comme véritable. Alors, ça pouvait apparaître aussi comme hypocrite, naturellement, mais c'était quelque chose qui ressemblait terriblement à ce que vous avez décrit en Chine. Voilà, je voulais juste le signaler au passage. Et puis, je veux vous signaler une deuxième chose qui me paraît plus importante, parce que la première est vraiment historique. Pourquoi est-ce que les gens du XVIIIe siècle, notamment Voltaire, se sont commencé à s'esclaffer parce que les Chinois étaient tolérants, manifestant déjà ce qu'on trouve aujourd'hui, c'est-à-dire une volonté terrible de sous-estimer leur propre culture, l'Occident, c'est l'Occident, et de surestimer la culture des autres. On voit déjà ce qu'est Voltaire, on voit ça aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Voltaire s'est imaginé que les Chinois étaient tolérants? Nous le croyons encore beaucoup aujourd'hui, c'est dans la plupart des livres. Les Chinois ne sont pas tolérants parce qu'on ne peut pas être tolérant quand on n'a pas une culture de la vérité. Les Chinois sont syncrétistes. Chez les Chinois, on peut être à la fois bouddhiste, musulman, chrétien, etc. On peut tout faire à la fois, on peut avoir plusieurs religions à la fois. Alors qu'ici, nous ne pourrions pas être à la fois chrétien et musulman, par exemple, ça paraîtrait aberrant. Pourquoi? Parce que nous avons une culture de la vérité, et tandis que les Chinois ont une culture de mythes. Les mythes sont des histoires qu'on raconte qui sont ni vraies ni fausses, qui donnent du sens à la vie, qui aident à être vertueux, qui sont très importants. Et toutes les sociétés, toutes les cultures, sauf la judéo-chrétienne, la judéo-chrétienne et l'islamique, ont des cultures de mythes. C'est nous qui avons une culture de vérité depuis Parménide, Platon, Moïse, Jésus. C'est seulement dans les cultures de vérité qu'on peut avoir de la tolérance. Dans les cultures de mythes, il n'y a pas de tolérance, tout est vrai, rien n'est vrai. Il y a du syncrétisme. Il est aberrant de dire que les Chinois sont tolérants. On ne peut pas être tolérant quand on ne sait pas ce que c'est que la vérité. Les Chinois sont syncrétistes, c'est complètement différent. Bon, voilà, je voulais juste dire ça au départ, qui, au fond, n'a rien à voir avec mon texte. Alors, je suis ici pour parler de l'universalisme, à partir d'une comparaison entre l'universalisme chinois et celui occidental. L'ouvrage d'Emmanuel Dubois-Despris, La Chine et ses démons, nous offre justement l'opportunité de cette comparaison. Ça tombe effectivement à pic. Alors d'abord, qu'est-ce que ça signifie universel, à pas confondre avec mondial? Est-ce que ça signifie que c'est répandu partout? Dire quelque chose est universel, ça veut dire répandu partout. Ou est-ce que ça signifie que c'est bon pour tous, selon ce qu'on peut appeler, ce que les chrétiens appellent une loi naturelle? Et à ce moment-là, comment découvrir la loi naturelle? C'est compliqué. Alors, les chrétiens ont d'abord décrit, les chrétiens qui ne sont par définition universalistes, à la suite de l'Empire romain, ont d'abord décrit la loi naturelle comme apparaissant sous la plume des docteurs de la doctrine. La loi naturelle, c'est ce qui est sous la plume de saint Thomas. C'est un peu compliqué, parce qu'on s'aperçoit que saint Thomas, par exemple, défendait l'esclavage. Alors, oui, on sait très bien mon rêve. Parce que défendre l'esclavage, c'est la loi naturelle, ça ne colle pas. L'universalisme, en tout cas, à ce moment-là, il était là, jusqu'au XVIIe siècle à peu près, il était là, sous la plume de saint Thomas. Mais très tôt, mais vraiment très tôt, l'idée a commencé à poindre selon laquelle l'universel, c'est plutôt ce qui est commun. Ce qui est commun à tous les peuples. Autrement dit, une sorte d'état des lieux de l'expérience universelle, et non pas un énoncé du dogme.
voyez la différence. On va tenir pour universel une sorte d'ontologie humaine, si vous voulez, une essence humaine, j'aime pas le mot essence, une condition humaine générale. On va tenir pour cela ce que toutes les cultures défendent. Donc, c'est un consensus général des cultures, dans le temps et dans l'espace, qui va dévoiler l'universalité. On trouve cela sous la plume des chrétiens, bien avant saint Thomas, au 5e siècle chez Vincent de Léras. Vous voyez, c'est ancien, qui écrit, je cite, je vous le parle en latin, « Il faut veiller avec le plus grand soin à tenir pour vrai ce qui a été cru partout, toujours et par tous. » Voilà l'universel. C'est ce que nos contemporains appellent un consensus par recoupement, capable peut-être de découvrir un universel éthique, on va en parler, ce qui est bon pour tous les humains. En dehors de tous les préjugés culturels, j'entends pas préjugés au mauvais sens, hein, les préjugés, il en faut. On préjuge. Au XVIIe siècle, avec Vico, très très grand auteur, malheureusement méconnu, et ce qu'il appelle les universaux fantastiques, on voit conceptualiser cette nouvelle clé d'apparition de l'universel. C'est pas surprenant que Vico soit au XVIIe siècle, époque où déjà, je pense, plus aucun auteur n'est croyant. Ils font tous semblant d'être, ils ne sont plus. Comment dit, on n'est plus sur le dogme de saint Thomas, plus du tout. Et donc, on voit se conceptualiser une nouvelle clé d'apparition de l'universel, qui avait déjà été vue de façon prophétique par Vincent de Léras au 5e siècle, ce qui est commun à tous les peuples. Et Vico dit, tous les peuples, d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre, se marient. Ça ne veut pas dire qu'ils font tous un mariage, ils font un contrat pour créer une famille. Tous les peuples, d'une façon ou d'une autre, ont des rituels funéraires. C'est humain, c'est la condition humaine. Voilà l'universel, en partie. En tout cas, on sait que c'est un bout d'universel. Après la saison révolutionnaire, l'effacement progressif de la religion va porter les Occidentaux à abandonner l'idée d'une loi naturelle décrite par les docteurs de la foi et valant pour tous les humains. C'est-à-dire, à partir du début du XXe siècle, daté ça de Husserl, très grand auteur dont nous dépendons tous, nous sommes tous des Husserliens, tous les gens qui font de la philosophie sont des Husserliens. À partir de là, l'apparition de la phénoménologie décrit l'universel comme ce qui apparaît partout, quelle que soit la culture. Alors, avec le point de vue phénoménologique, l'universel ainsi découvert n'a rien de chrétien. J'allais dire au contraire. Par exemple, la plupart des peuples pratiquent l'infanticide, presque tous, sauf nous. Lisez la lettre à Diognet, il dit, les juifs et les chrétiens sont vraiment des gens bizarres, ils ne tuent pas les bébés. Regarde. Ou encore la polygamie. La polygamie, quelque chose d'absolument évident partout, sauf chez nous. Donc, tout cela va au rebours de ce que prône l'Occident judéo-chrétien. Ça lui pose un problème. Autrement dit, j'allais dire, pour s'en sortir, mais je ne veux pas être méchant contre mon propre camp, que j'aime, vous savez, les chrétiens vont affirmer que leur universel se situe dans le futur. C'est de ça que je vais vous parler. S'il n'est pas visible partout, cet universel, il apparaît comme une promesse. Cela, je pense que c'est probablement assez vrai. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. C'est un bienfait en attente. Quant à l'universel chinois, me semble-t-il, naturellement, ce n'est pas ma spécialité comme vous savez, il s'établit dans des prémices culturelles, je dis bien des prémices, 2 SE, pensez 2 SE, qui étaient aussi les nôtres, à l'orée de notre culture. C'est ce que je vais essayer de montrer. Il apparaîtrait plutôt, donc, cet universel chinois, comme ce que j'appellerais un universel de prémices. Je vais essayer de l'expliquer. Alors, si on approfondit à partir de chaque culture spécifique, on trouvera l'universel humain. D'abord parce que les humains partagent tous la même condition. Et l'analogie des questions existentielles suscite chez eux les mêmes joies, les mêmes angoisses et les mêmes espoirs. On
me rappelle que la théologienne France Quéré, que j'ai beaucoup connue, disait « Je me suis baladée partout ». Ce qui est incroyable, c'est que les mères tiennent leur bébé partout de la même façon et avec le même regard, dans tous les pays du monde. Donc, question existentielle. Pourquoi dois-je mourir? Question morale. Pourquoi est-ce que je fais le mal alors que je veux le bien, disait l'apôtre. Question politique. Pourquoi faut-il des gouvernants alors que j'ai tant envie de liberté? Question économique. Pourquoi veux-je l'abondance alors qu'il n'y a que la rareté? Ces questions sont universelles. Allez n'importe où, vous les trouverez. Chaque culture, au fond, n'est rien d'autre qu'une réponse particulière à des questions qui partout sont semblables. Ce sont les réponses qui sont culturelles. Les questions sont universelles. Si, au lieu de s'arrêter aux réponses culturelles, on creuse jusqu'aux questions qui les appellent, alors on trouve l'universel. Bien entendu, les questions ne suffisent pas à vivre. Si on vit uniquement, vous savez, il y a des individus comme ça qui sont poursuivis par des points d'interrogation. Je pense qu'ils sont assez malheureux. Il faut aussi donner quelques réponses quand même pour arriver à vivre. Les questions sont des données brutes qui attendent des réponses. Les réponses, naturellement, sont toujours imparfaites. Mais il nous faut des réponses qui s'incarnent. Imparfaites, non. Et elles sont d'ailleurs toujours. Et savoir que toutes nos branches culturelles proviennent de la même source interrogative, c'est déjà la conscience d'un universel à la racine, en l'état de question. Mais évidemment, les réponses ne sont jamais semblables. On peut quand même trouver quelques analogies. Je vous donne quelques exemples. Entre les définitions du bien et du mal. Dans toutes les cultures, le bien évoque le lien. Le bien, c'est l'amour, c'est le rapprochement, c'est la solidarité, c'est la promesse, tout ce qui évoque le lien. Tout ce qui évoque le lien, pardon. Et le mal, c'est toujours la séparation. Comme vous savez, en grec, diabolos signifie la séparation. Le diable, c'est la séparation. Partout. Vous ne trouverez pas un endroit, pas une culture, ni dans le temps ni dans l'espace, où la séparation, ce soit les biens, au contraire. Ça n'existe pas. L'amour, ça ne peut pas être le mal. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des amours abusifs, excessifs, possessifs, ce que vous voulez. Parce que tout doit être mesuré, comme disait Montaigne, tout doit être mesuré, même la vertu, tout a des limites, même la vie. Donc on peut trouver des analogies entre les définitions du bien et du mal, on peut trouver des analogies entre les sagesses du monde, je vais y revenir, entre les types de famille et les types d'éducation. Tout à l'heure, vous m'avez parlé des liens extraordinaires qu'il y avait entre deux types d'éducation dans des endroits complètement différents les uns des autres. On peut trouver des liens très très forts qui sont liés à la similitude de la condition humaine, je pense. Et pourtant, même le droit naturel ne traduit pas vraiment des jugements analogues sur la distinction du juste et de l'injuste, qui diffèrent selon les cultures. Je vous donne un exemple très troublant, finalement. Vous avez quelques préceptes moraux qui sont absolument généreux. Par exemple, la règle d'or. Ne fais à personne ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. On le trouve absolument partout. J'ai un élève qui a fait sa thèse là-dessus avec moi là-dessus, il en a tiré un gros bouquin. On trouve ça absolument partout, c'est incroyable. Alors, avec évidemment quelques diversités, mais c'est vraiment la même chose. Mais, encore plus intéressant, le tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas, vous le trouvez dans toutes les cultures. Ça me fait rire quand j'entends des chrétiens qui disent mais le tu ne tueras pas, c'est nous. Mais non, c'est pas nous, c'est tout le monde. Hein. C'est pas, c'est trop facilement qu'on s'adjuge pour nous quelque chose sans avoir regardé même si c'était pas aussi à l'extérieur. Tu ne tueras pas, ça existe partout. Le problème, c'est que tu ne tueras pas connaît des exceptions qui sont différentes partout. Ce sont les exceptions qui sont différentes. C'est pas le principe lui-même. Par exemple, à peu près dans toutes les cultures, le tu ne tueras pas connaît l'exception de la guerre. On peut tuer à la guerre, c'est une exception. Mais il y a beaucoup de cultures où l'infanticide est une exception. Pas dans la nôtre. Jusqu'à il y a quelque temps, pas dans la nôtre. Mais traditionnellement, c'était comme ça. La peine de mort, vous la trouvez plus chez nous maintenant. Mais il n'y a pas très longtemps, elle existait encore. Donc,
ce sont des exceptions qui sont différentes chaque fois. Ou encore, le meurtre de l'hérétique, vous le trouvez chez nous, vous ne le trouvez pas ailleurs. Vous le trouvez chez nous, parce qu'on croit à la vérité, encore une fois. Pas parce qu'on est des salauds intolérants, parce qu'on croit à la vérité, c'est complètement différent. Donc, il y a beaucoup d'exceptions à la règle tu ne tueras pas, mais elles sont différentes selon les cultures. Alors, je voudrais essayer de vous parler des sagesses pour vous montrer où se trouve, à mon avis, c'est une proposition que je vous fais, l'universel chinois. La morale des anciens Grecs et des anciens Romains, avant la période chrétienne, est éloignée de tout fondement dogmatique. Il n'y a pas de dogme, c'est une morale qui est appuyée sur la nature. C'est ainsi que le bien et l'utile ont tendance à se rejoindre, à s'identifier complètement, puisque le bien ne peut se décrire que conformément à la nature. Vivre conformément à la nature, disait-on, signifie vivre selon la vertu. On trouve tout ça chez Diogène pour ceux qui connaissent l'Antiquité. Vivre selon la nature, ça signifie déployer son humanité à la place même où on se trouve. L'individu est vu comme une sorte de marionnette qui est jetée sur le théâtre du monde, complètement affolée. Et c'est vrai que nous sommes souvent assez affolés, nous trouvez là, mais qui doit jouer son rôle, un peu comme le personnage sur une scène. Et au fond, il ignore pourquoi il joue. Il se demande bien dans quel état j'allais, vous savez. Le souci de la perfection doit donc suffire à le combler. Tout ce qu'il faut, c'est bien jouer son rôle. Cicéron écrit, par exemple, la sagesse ne ressemble pas à l'art du pilote ou du médecin, mais plutôt à un rôle de théâtre, à une danse, le suprême de l'art, son achèvement étant lui-même, et m'est demandé à rien qui lui soit extérieur. La sagesse est dirigée tout entière vers elle-même. La morale consiste à s'approprier son rôle. Lorsque Cicéron écrit ceci, rappelle-toi encore que tu es un fils. Quel est le rôle de ce personnage de fils? C'est d'estimer que tout ce qui est à lui est à son père. On a une parole que je trouverais très facilement chez les Chinois. Les humains, ces personnages que l'existence donc a jetés chacun dans un rôle sur une scène de théâtre, doivent chercher essentiellement à bien jouer, puisque personne ne connaît le but de la pièce et le sens de la pièce. C'est impossible de le connaître. On part du principe que c'est impossible. C'est-à-dire que les sagesses romaines et grecques de l'Antiquité, avant le christianisme, et en face du christianisme tout nouveau, et les sagesses chinoises sont des pensées qui partent du principe de l'agnosticisme. Nous ne pouvons pas savoir. Donc, débrouillons-nous pour vivre bien sans savoir, puisque de toute façon, nous ne pouvons pas savoir. C'est ainsi que, par exemple, Épictète compare l'existence à un jeu de balles, un jeu, au fond, où il faut simplement lancer avec grâce. Surtout ne pas chercher à répondre aux questions sur les fins dernières, parce que ce serait complètement aberrant, mais avoir une conduite digne. Donc, agnosticisme et morale pratique. Alors, la morale, ici, ne consiste pas à obéir à des règles, à des dogmes extérieurs qui n'existent pas, mais à s'adapter vertueusement à la situation. Et s'y tenir à l'aise, puisque personne ne peut y échapper. Et donc, l'homme vertueux, c'est quelqu'un qui est parfaitement adapté à soi. La vie morale, autrement dit, n'a pas de dehors. Rien de dehors, il n'y a pas d'altérité, comme disait Julien tout à l'heure. L'horizon moral, il est en moi-même. On ne peut pas en déduire que la morale est une sorte de formalisme, puisque ici, la forme, la conduite digne, est aussi le fond. Vous voyez, il n'y a pas de différence entre la forme et le fond. L'humanité de l'homme s'exprime et se garantit ici. Si l'homme est là, c'est juste pour faire œuvre d'homme. Alors vous me direz que c'est un peu de la tautologie, mais c'est ainsi que vivaient nos anciens. Le rôle donc, ne renvoie pas seulement à un jeu, comme il est dit tout à l'heure, avec tout ce que ça suppose un peu de superflu, de dérisoire même, mais renvoie à cette place particulière que la situation dans le monde assigne à chacun, comme un rôle, et dont il ne peut pas se déprendre. Une sorte de responsabilité non choisie, que nous avons tous, en tant qu'aînés de famille, par exemple, ou aînés de famille dont les parents sont morts, dont le père ou la mère est morte, etc. C'est un rôle qui nous tombe dessus. C'est là la grandeur du sage,
que de se saisir de cette responsabilité non choisie. Et c'est cette façon de s'en saisir qui fait la grandeur de l'individu, qui fait un beau métier d'homme. J'entends homme au sens homme ou femme, je ne suis pas une féministe canadienne. Alors, c'est donc quelqu'un qui fait de sa vie une œuvre d'art, au sens où l'œuvre d'art n'appelle pas d'autre projet que soi. Chez Confucius, c'est la même chose. Les préceptes moraux s'appuient sur la tradition, c'est-à-dire sur l'expérience renouvelée des anciens. Pour Mencius, par exemple, il faut lire le livre d'An Chang là-dessus, qui explique bien tout ça. Une morale naturelle, instinctive, oriente les actions de l'homme vers le bien. C'est ainsi qu'il trouve les germes du bien, ce qu'il appelle les germes du bien, c'est-à-dire ce qui distingue l'homme de l'animal. Eh bien, il me semble que l'idéal de sagesse, que nous trouvons aussi bien dans l'enfance de l'Occident, grec et romain ancien, et dans la Chine de toujours, représente une forme d'universel. Il me semble. D'ailleurs, on peut trouver une confirmation de cela, par exemple, chez Philippe Descola, des anthropologues. Une vision du monde que l'on peut trouver partout, je crois, traduisant la nécessité de bien vivre dans un monde énigmatique et destiné à demeurer énigmatique. C'est une sorte, donc, un agnosticisme doublé de morale. Chez le grand auteur chinois Liang Shuning, enfin celui en tout cas parmi ceux que j'ai lus, que j'ai trouvé le plus important, qui a écrit un livre en 2000 qui s'appelle Les cultures d'Orient et d'Occident et leur philosophie. Il a comparé, ce qui est quand même très très compliqué, les trois cultures mondiales, chinoise, indienne et occidentale. Et il établit une complicité forte entre les sagesses grecques anciennes et les sagesses chinoises. Donc il confirme cela. Alors les sagesses grecques anciennes, avant que la culture occidentale ne se différencie fortement avec le judéo-christianisme et se différencie comme celle, c'est lui qui l'a dit, qui va de l'avant. La culture occidentale, c'est la culture qui va de l'avant, c'est-à-dire la personne, la liberté, la raison, la science, la démocratie, etc. Alors, il est bien possible que la culture chinoise soit universelle, au sens où elle se tient dans les prémices communes à toutes les cultures dites de l'âge axial, dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'âge où l'humanité commence à penser. Tandis que les occidentaux judéo-chrétiens ajoutent à cette culture commune, qu'ils ont eu aussi, hein, avec les épicuriens, les stoïciens, etc., donc ajoutent à cette culture commune un dogme transcendant, accessible seulement par la foi, que l'apôtre lui-même appelle une folie, je cite, et qui se décline donc par la notion de personne, de liberté, de responsabilité individuelle, etc. Ainsi, on peut dire que ce que les chrétiens au départ appellent la foi, s'oppose d'emblée à la quête de la sagesse. Elle est bien l'autre réponse aux énigmes de l'existence. C'est bien dit chez Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, la foi est une folie. Et effectivement, par rapport à la sagesse, la foi est une folie. Elle franchit la limite du doute, elle s'attache à la vérité dans la démarche d'un risque suprême. Pour les sages qui ont mis toute leur patience dans l'acceptation de l'incertitude, la foi est imprudente et impudente à la fois. C'est une sorte de témérité coupable. Les sages ne peuvent pas connaître Dieu puisqu'ils se cantonnent volontairement en deçà de toute certitude, jugés par eux prétentieuses. Et ça, nous avons plein de textes qui l'expliquent. La différence est là, je cite les paroles de Paul, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Les uns veulent dépasser ce monde afin de trouver hors de lui sa compréhension, et les autres se reposent en lui tout entier par l'acceptation des questions sans réponse. C'est ainsi que l'apparition de la vérité de Dieu avec les judéo-chrétiens traduit un dépassement et un jugement de la sagesse qui le précède. C'est-à-dire, ces gens-là disent, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Il y a un jugement,
sages. Ainsi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents, etc. Alors, en quoi est-ce que la culture occidentale, enracinée dans le judéo-christianisme, qui est une croyance tellement particulière dans sa folie, d'accord, en quoi est-elle, ou se veut-elle, universelle? En quoi est-ce différent de cet universalisme que j'ai appelé de prémisse qu'on trouve chez les Chinois? La culture occidentale, je crois, ne prétend plus que ses préceptes sont universels. Il est devenu difficile, comme je l'ai dit tout à l'heure, de partir du principe que tout ce qui est écrit dans saint Thomas, c'est la loi naturelle universelle. Je ne dis pas que c'est la manière de voir de tout le monde, parce que encore tout récemment, j'ai eu une discussion très longue avec des métaphysiciens chiliens qui étaient tous des thomistes acharnés et qui étaient absolument persuadés que la loi naturelle était inscrite chez saint Thomas et qu'ils n'en demandaient pas. Donc je sais très bien que tout ça est en fait une discussion. Mais je pense que c'est devenu assez difficile de s'accrocher à cet universel de départ qui serait uniquement dans les dogmes. Donc, il me semble qu'il est peut-être plus raisonnable, je laisse ça à votre jugement et vous me direz si vous n'êtes pas d'accord, de penser que l'universel est plutôt un universel de promesses. Et je vais essayer de m'en expliquer. L'Européen porte une conviction qui est lisible au fil de tous les siècles, tous nos siècles, d'avoir découvert, je dis bien découvert, certaines références, non pas des valeurs, les valeurs c'est relatif, mais des références ou des principes, si vous voulez, par extension certaines organisations, qui sont valables non seulement pour lui-même, mais aussi pour l'homme tout court, pour tout le monde. Et donc, si nous voulons transformer la société, c'est la société des hommes qui nous intéresse, beaucoup plus que la nôtre propre. C'est l'occidental universaliste. Saint Paul, dont le discours contribue fortement à fonder l'humanisme européen, s'adresse à l'ensemble du monde connu, pas seulement aux gens du coin. Si Thomas More appelle à la justice, si Comenius appelle une généralisation de l'instruction, il faut instruire les filles, les handicapés, les adultes, etc., c'est toujours pour l'humanité, pas seulement pour les gens du coin, et au nom de principes qui concernent l'humanité tout entière. Souvenez-vous que la déclaration de 89 n'est pas destinée aux Français, et que le manifeste de Marx s'adresse aux prolétaires de tous les pays. Autrement dit, nous avons le sentiment, justifié ou non, mais ça c'est une autre affaire, d'être dépositaires de vérités universelles, à charge pour nous de les indiquer au monde et de les transmettre au monde. Et par voie de conséquence, l'idée, ou la tentation, si vous préférez, de conserver pour nous-mêmes nos découvertes, nous apparaît comme une sorte de trahison. Il nous apparaît que ce serait voler un brevet que de l'enterrer pour son propre usage. Je disais par exemple, pour parler des Chinois, les Chinois avec le vaccin qu'ils avaient découvert au 6e, 7e siècle, ils l'ont vite enterré dans les tiroirs du prince pour que seul le prince et ses descendants en aient l'usage et pas les autres. Pour nous, ça serait quelque chose d'ahurissant. Si nous découvrons un vaccin, il faut absolument que nous nous en fassions profiter le plus possible de personnes. Nous avons une manière de voir les choses qui est évidemment très différente. Alors, à l'époque de la modernité, qui nous précède, puisqu'actuellement nous sommes dans la post-modernité, comme nous avons cru au sens de l'histoire, je pense que nous pouvons y croire encore de certaine manière, nous avons pu croire que les valeurs couronnées par l'histoire étaient aussi universelles et bonnes pour tous, à condition évidemment de les faire connaître partout. Regardez par exemple Tocqueville, parlait de la démocratie comme le régime le plus juste, et il ajoutait, je cite, du point de vue de Dieu. Vous vous rendez compte? Du point de vue de Dieu. Je dis, comme tout à l'heure, comme je chante, j'ai les références si quelqu'un les veut. Donc c'est incroyable de dire du point de vue de Dieu, vous vous rendez compte, c'est se mettre à la place de Dieu, enfin nous n'oserions plus le faire, ça. Mais bon, c'est montrer à quel point l'universalisme était ancré. C'était une sorte d'universel à la fois moral et politique. Aujourd'hui, le moment présent est plutôt livré à la diversité et beaucoup moins enclin, évidemment, à désigner l'universel. Et si notre universalisme pose problème, c'est
contestation s'élève contre notre impérialisme culturel, l'islam, les valeurs chinoises et même l'orthodoxie russe. Regardez par exemple ce qu'écrit Zinoviev dans son livre qui s'appelle L'Occidentisme. Ça signifie bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que nous avons entre les mains une idéologie, et les droits de l'homme sont une idéologie parmi d'autres. Et il est évident qu'avec tous ces contradicteurs en face de nous, qui ne sont pas des imbéciles loin de là, et qui ont bien souvent raison, nous ne croyons plus à la mission occidentale pour apporter les droits de l'homme, etc. Ou en tout cas, nous y croyons moins. En tout cas, tout cela est un peu entre nos mains, une patate chaude, nous ne savons pas très bien que faire avec ça. Et pourtant, l'universel est toujours espéré, même si c'est, je pense, d'une autre manière, sans aller jusqu'à retourner aux prémices de l'universel, comme dans les sagesses anciennes, on peut très bien le donner pour un projet moral. Et je pense qu'il y a des raisons pour cela, c'est ça que je vais essayer de vous dire maintenant. Il ne s'agit plus, comme dans les déclarations de droits de l'homme, de proclamer les droits de l'homme comme un idéal commun de tous les peuples, parce que nous n'avons plus cette prétention de parler au nom de toute la terre, ou comme dirait Tocqueville, du point de vue de Dieu. Mais on peut espérer que les différentes cultures se rejoignent, à force de se connaître et d'admirer les avantages et les bienfaits les uns des autres. On pourrait parler alors d'un universel de la promesse, qui serait peut-être le nôtre aujourd'hui, maintenant que nous avons abandonné, nous sommes obligés, je crois, d'abandonner celui qui était le nôtre jusqu'à il y a peu de temps. Alors, je vous cite quelques exemples. Par exemple, Mireille Delmas-Marty a montré comment certaines réponses morales, et pas seulement des questions, tendaient à devenir universelles, par exemple à propos du clonage, ou de la peine de mort. On montre ça dans un livre qui s'appelle « Pour une communauté des valeurs ». Ou encore, on ira chercher en Chine les prémices de la personne, comme chez Winter, par exemple. Ou encore, les capacités de Nussbaum agissent comme une promesse. Tout se passe comme si tous les humains, quelle que soit leur culture, s'avançaient vers les réalisations de l'axiome kantien. Je pense que ce sont des points qu'on peut approfondir. Et ça, évidemment, sans préméditation, comme par une inspiration, un élan intime. On pourrait déceler cet élan dans la systématisation des inclinations. Par exemple, est-ce que n'importe quel être humain ne préfère pas la liberté à la servitude? Ceux qui ont goûté à la liberté et à l'autonomie, par exemple les femmes, ne veulent plus revenir en arrière. C'est pour ça que je ne crois pas du tout que l'islam va remplacer le catholicisme en France. Ce qui constitue sans nul doute le fait le plus inexplicable. Il est probable que la culture occidentale a pu se diffuser partout parce qu'elle était désirable, d'une certaine manière. Et pourquoi est-ce qu'elle était désirable? Nussbaum répond, parce qu'elle est profondément adaptée à l'humain. Bon, ce sont des questions que je pose, ce ne sont pas ni des certitudes, des affirmations, mais je pense que ce sont des questions qui valent la peine d'être posées. En tant qu'occidental, personnellement, je ne peux pas croire que le destin fatal de la planète entière soit de s'identifier à l'Occident, non. Mais je ne peux pas croire non plus que les pays d'islam n'évoluent pas vers la croyance que les femmes aussi sont adultes, parce qu'en fait elles le sont. Donc, je ne peux pas croire qu'ils n'évoluent pas là, ou que la Chine n'évolue pas vers davantage de démocratie, pour ne prendre que ces deux exemples. Vous me direz peut-être tout à l'heure que je suis très naïf. Dans son livre, Emmanuel Dubois de Pries a bien montré qu'au XIXe siècle, l'influence occidentale avait marqué la Chine, notamment en matière d'émancipation des individus, de façon naturelle. Autrement dit, les femmes chinoises préféraient naturellement qu'on cesse de leur torturer les pieds. Ça paraît tellement évident que... Bon, alors, peut-être est-ce trop simple, mais je pense que c'est une réflexion qu'il faudrait avoir. Alors, la Chine d'aujourd'hui s'empare-t-elle du concept d'universalisme venu d'Occident pour conquérir le monde par le soft power, ce que les Occidentaux d'ailleurs ont fait jadis en envoyant leurs missionnaires puis leurs ONG. On peut le croire lorsqu'on lit par exemple Zhao Xinjiang, évidemment je ne sais pas articuler ce nom, mais vous l'aviez invité Jean-Thomas Transport, celui qui a écrit Tianxia, et qui décrit avec admiration le subterfuge occidental, brandir le concept d'universalisme pour conquérir le monde avec les seules armes du soft power.
Et il ajoute, je cite, « Devant tant de génie, on reste admiratif ». C'est exactement ce que la Chine est en train de faire aujourd'hui. Je vais jusqu'à quand? Alors, Zhang Weiwei, je ne sais pas prononcer non plus, qui est directeur du China Institute à la Fudan, auteur de la vague chinoise, défend la supériorité du modèle chinois sur tous les autres. Il s'agit bien de légitimer un nouvel universel, une vérité propre à s'appliquer partout, et pourtant, je soupçonne fortement Weiwei, dont le livre, il faut le dire, est une sorte de catéchisme enfantin. Je le soupçonne fortement de confondre universel et mondial. Pas tout à fait pareil. Je pense qu'en effet, la Chine voudrait avoir un pouvoir mondial, mais ça ne veut pas dire qu'elle aura un pouvoir universel. Actuellement, les Ouïghours ne sont pas d'accord pour s'aligner entièrement sur la culture agnostique chinoise. Donc, si on fait remarquer à Weiwei que le système chinois contrôle social est tyrannique, en tant qu'occidental, on peut le dire, et que la liberté individuelle représente une valeur importante, il répond que la tyrannie est un concept occidental. Évidemment, ça nous laisse pantois, ça ne peut plus rien dire devant un argument pareil. Les bras m'en tournent, si j'ose dire. Si la liberté individuelle est une exigence culturelle, simplement valable pour les Occidentaux, on ne voit pas très bien sur quel tapis on peut parler. Vous voyez ce que je veux dire? On a à la limite plus de mots communs pour parler ensemble. Alors, la prétention actuelle de la Chine à l'universel s'organise par le paternalisme, ou bien, moi j'appelle ça du platonisme. Tant que l'Occident était colonisateur, il pensait le monde de façon paternaliste, établissant des hiérarchies de civilisation entre les autres ennemis. Les sociétés occidentales n'étaient pas à l'intérieur platonicienne, mais elles développaient un modèle d'autonomie, enfin développaient à l'intérieur un modèle d'autonomie qui a débouché sur les modes de démocratie moderne, mais à l'extérieur, la vision de la supériorité de leur modèle les portait à traiter les autres cultures comme des enfants, encore pas tout à fait développés, suivant cela les schémas de la Grèce ancienne qui regardaient les barbares avec mépris et paternalisme. Lisez les albums de Tintin, vous aurez tout compris. Aujourd'hui, les grandes autocraties porteuses d'un modèle paternaliste platonicien, qu'il s'agisse de la Russie ou de la Chine, établissent au niveau mondial les mêmes hiérarchies de type familial qui gouvernent l'intérieur de la société. Établissent les hiérarchies intérieures sont les mêmes que les hiérarchies extérieures. De même qu'elles regardent leur sujet comme des enfants, chez les Chinois on dit que l'empereur est le père et la mère du peuple, eh bien elles regardent comme des enfants les états plus faibles dont elles entreprennent la conquête. Je ne connais pas de petit texte aussi intéressant que celui d'Alain Besançon qui montre, c'est tout à fait d'actualité, de quelle manière la Russie intègre ou conquiert des territoires, par l'amour, comme un père de famille. Je cite Besançon, « La Russie ne conquiert pas, elle réunit, elle procède par amour, elle aime la Géorgie, elle aime les Pays-Baltes, la Finlande, elle aime la Pologne, qui sont venus à elle comme on retourne au foyer familial. Solzhenitsyn ne comprenait pas le désir d'émancipation de l'Ukraine. La Russie aimait maternellement l'Ukraine. Alors pourquoi? Parce que les Polonais, les Ukrainiens, les autres savent dans leur os, leurs os, ce que signifie cet amour. Et ils le craignent, plus encore qu'une franche domination. La Russie veut convertir à elle-même. Comme l'Église, elle veut être aimée. L'attaquer est considéré comme un sacrilège. Nous avons bien ici la manière d'être, si vous voulez, du pays fort par rapport au pays faible, une manière d'être, on peut dire paternaliste au mauvais sens du terme, parce que le paternalisme peut avoir aussi un bon sens. Une manière paternaliste de se comporter avec les états plus faibles qui miment une forme de paternalisme hiérarchique instauré à l'intérieur des sociétés. Chez nous, il y a longtemps, dans ces sociétés, probablement il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas exactement comment on dit les choses. On repère la même attitude ici que celle décrite chez que celle décrite dans le Tianxia
chinois. Dans les relations internationales, la Chine se comporte de manière paternelle envers les pays plus faibles, elle les aime, elle les secourt, elle les gouverne fermement. Le Tianxia voit le monde comme une vaste famille dont la Chine serait le père et la mère, à l'instar du gouvernement chinois pour son peuple. On part du principe que les États forts ont des responsabilités envers les États faibles. La notion de gagnant-gagnant est ici de type féodal paternel, c'est-à-dire je te sers, tu me protèges. Dans un système de ce type, les effets pervers de l'autorité sont maîtrisés par l'éducation de l'autocrate, comme dans toutes les autocraties dans le temps et l'espace. Chez nous aussi, les autocraties de monarchie absolue étaient contenues, du moins en principe, par l'éducation de princes, d'où les miroirs de princes. Tandis que dans les démocraties, les effets pervers du pouvoir sont maîtrisés par les contre-pouvoirs, encore une autre manière de faire. Sous le Tianxia, le monde est une famille unifiée par un bon chef qui emporte le cœur des petits. Je cite. Le père doit être bon, suivre les rites, être le premier à appliquer ses propres principes, afin de donner l'exemple, modèle éternel du bon père de famille. Pour nous, le modèle catholicien est susceptible d'effets pervers, trop graves pour qu'on puisse impunément le défendre. Il parie sur la moralité du chef, et ça nous paraît naïf. Parce que les récents scandales de pédophilie, tant dans la famille que dans l'Église, révèlent à loisir. Nous pensons, nous, au contraire, que le pouvoir, qu'il soit, doit être surveillé d'en bas, afin d'éviter ses effets pervers. C'est ce que nous appelons la démocratie. Je termine. La culture la plus puissante, celle qui se pense telle, a toujours tendance à confondre mondialisation et universalisme. Universalisme, à se croire universelle parce qu'elle se veut totale. Ça a été longtemps, je crois, le cas de l'Occident. Aujourd'hui, c'est le cas de la Chine. En réalité, il me semble que le seul universel que nous puissions constater, c'est celui de la sagesse agnostique et vertueuse, au départ, ou bien un universel de promesse, à la fin. Constater aujourd'hui que le désir de conquête universelle de la Chine se double d'une pensée culturelle universaliste suscite bien des interrogations complètement nouvelles. Le concept universaliste est-il typiquement européen? Ou bien, ça nous amène à penser, à poser une autre question, est-ce qu'il est né en Europe parce que l'Europe était puissante, simplement? Autrement dit, est-ce qu'il naît maintenant en Chine parce que la Chine est puissante? Est-ce que c'est un concept qui naît quand on est puissant seulement? C'est une question qu'on peut poser. Est-ce que la puissance qui éveille l'appétit de dominer, forcément, ne fomente pas en même temps l'universalisme? Ça serait bien la seule façon, peut-être, de légitimer la conquête, une légitimation de la conquête, qui sinon devrait se contenter de la force brute. C'est une question que l'on peut poser. Je vous remercie. Merci, chère Chantal. Ne bougez pas. Y a-t-il quelques questions? Je crois qu'on peut s'autoriser quelques minutes de plus. Ah, la même timidité que tout à l'heure. Non? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de universel au niveau matériel qui se fait par le mimétisme? Par le mimétisme. Et je pense à l'ouvrage de Régis Debray, Comment nous sommes devenus américains. Mais il n'y a pas que nous, parce que quand on parle des Jeux Olympiques en Chine, en Russie, etc., il y a une espèce d'universalisme là, par mimétisme. Est-ce que vous voulez parler du matérialisme? Oui, l'aspect culturel, civilisationnel, je ne sais pas. Oui, disons qu'il y a une influence de la culture, de manière générale, de la culture occidentale sur le plan matérialiste, qui se développe dans la planète entière. Vous trouverez dans la planète entière des mendiants qui ont un portable. Non. Donc ça correspond à ce que vous dites, j'imagine, si j'ai bien compris. Effectivement. Mais est-ce que c'est mondial ou est-ce que c'est universel? Ça s'est répandu, certes. Est-ce que ça veut dire, alors peut-être, oui. On n'est pas au même niveau. Oui, on n'est pas au même niveau, il me semble. Je dirais le niveau matériel, c'est celui qui s'impose le plus. Oui, je comprends. Oui, en effet. Il y a quelque chose d'universel, peut-être. Mais c'est un mot que j'aime bien réserver pour des choses importantes.
Est-ce qu'avant la propagation des droits de l'homme, l'Occident, entre guillemets, était universel? Parce que la culture, entre guillemets, ou cette théorie des droits de l'homme, c'est, bon, disons, la Révolution française. Est-ce qu'avant, l'Occident, ce qui représentait l'Occident, était-il universel? L'universalisme des droits de l'homme est entièrement calqué dans sa manière d'être, et non pas dans son contenu, bien sûr, dans sa manière d'être, sur l'universalisme chrétien. Et sinon, il n'aurait pas existé. Il y a d'abord l'universalisme chrétien qui est calculé un peu quand même sur l'universalisme romain. Vous voyez? Enfin, bon, l'universalisme chrétien est fondateur, et ensuite les droits de l'homme suivent le choix, simplement ils retirent le contenu et ils en mettent un autre. Mais, et gardent le même schéma de pensée. D'accord. Donc vous estimez que toutes les guerres, tout ce qui s'est fait avant, disons, 89, était sous-tendu par l'universalisme chrétien, c'est ça ce que vous dites? Ah ben, les guerres religieuses, oui. Pas les guerres de territoire. Vous avez deux sortes de guerres. Vous avez des guerres qui défendent les particularités. Par exemple, je fais une guerre pour l'Alsace-Lorraine, bon d'accord. Et puis vous avez des guerres qui défendent l'universel. Je fais une guerre pour le communisme, pour le fascisme, ou je ne sais quoi. Je fais une guerre pour une idée. Donc je fais une guerre pour une religion, par exemple. Il y en a, bien sûr. Bien, bah écoutez, merci encore, cher Chantal, pour cette